et Dorothée, avec cette vidéo, vous allez nous présenter, expliquer qu'est-ce que le Feng Shui. Tu commences? Allez, j'y vais. En fait, Feng Shui, c'est vrai que beaucoup se gargarisent sur l'idée de traduire tout de suite vent et eau. Alors, bon. L'eau, on peut comprendre, avec les travaux des motos, par exemple, sur la mémoire de l'eau, on se dit peut-être qu'effectivement, l'eau a la capacité de véhiculer l'énergie, mais vent, ça a l'air d'échapper un peu à tout le monde. Mais rien que le fait de dire vent et eau, la plupart du temps, quand on ne sait pas quelque chose, il suffit de mettre un mot dessus, et puis voilà. On a l'impression dans ce monde moderne que le fait de mettre un mot sur quelque chose qu'on ne comprend pas suffit pour faire croire qu'on comprend. Hein. Alors, c'est, toujours on est en recherche, c'est-à-dire que non seulement on l'enseigne, mais en même temps, on a travaillé par exemple pendant une douzaine d'années avec l'équipe sur, sur les habitations en Chine ancienne jusqu'à maintenant pour voir si effectivement ce que l'on enseigne était vraiment appliqué dans les pays concernés. Parce que, à savoir, je déborde un peu mais je vais revenir, à savoir, les Chinois sont malins, extrêmement malins. C'est-à-dire que, en fait, on peut se cacher derrière un certain nombre de formules, en quelque sorte, mais il faut les vérifier parce que il y a des formules qui sont intentionnellement mauvaises. Vous imaginez que s'ils vous donnent les mêmes outils qu'eux ils utilisent, ils créent juste à côté d'eux des compétitions qui sont insurmontables quelque part. Donc, un bon financier ne va pas vous donner toutes ces règles pour pouvoir gérer vos finances, vous voyez. Ben, en Feng Shui, c'est ça. Et le chinois est particulièrement malin sur ce sujet-là. Donc, ne jamais rien croire. Mon professeur disait, ne me croyez jamais, vérifiez toujours. Et alors, la question, je reviens à vent et eau. Mais en fait, quand on regarde, bon, c'est vrai qu'en Bretagne, on a une hygrométrie qui est quand même un petit peu supérieure À d'autres régions en France. ou en Afrique du Nord, par exemple. Ça peut se comprendre. On parlait d'Égypte tout à l'heure. En Égypte, il pleut une journée par an. Bon, Mais l'hygrométrie veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau a trois types d'états. Un état solide, quand il est inférieur à 0 degré, et un état liquide, et puis il y a un état gazeux. Et cet état gazeux, eh bien, en fait, l'eau a cette capacité de mémoriser de la même manière que quand elle est en état liquide. C'est-à-dire qu'un vent, quand il passe sur une région, eh bien, il va se charger, déjà il va se décharger, et en même temps il va se charger de ce qu'il rencontre. Une espèce d'échange permanent, une espèce de tourbillon permanent que l'on voit très peu, voire on ne voit pas, de cette brume qui s'accumule et qui est en mouvement et qui à la fois ensemence, se libère de l'énergie qu'elle porte pour se charger de l'énergie qu'elle rencontre. Et cette énergie qu'elle rencontre, elle va la distribuer ensuite dans les régions suivantes. Et ça fait partie aussi du Feng Shui, de comprendre le traité des nuages qui a été fait entre autres par la duchesse d'Ai de la dynastie des Han, et dont on peut voir la bannière qui est derrière nous, une copie seulement. Et le traité des nuages exprime effectivement cette vie portée par le nuage, par la molécule d'eau, effectivement, et donc par le vent, qui va effectivement restituer toutes les énergies que ce vent rencontre. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Et c'est important aussi de relever ces trois états de la matière dont Pierre a parlé, la glace solide, liquide, eau et gazeux. Et c'est vrai que ça c'est peu dit aussi, mais dans tous les principes traditionnels, on va toujours retrouver ce trois. C'est cette combinaison de trois forces, en interaction, qu'on va retrouver ensuite en duo avec le yin et le yang. Mais le yin et le yang, c'est force active, force passive. Mais en même temps, il y a cette troisième force qui contient les deux.
Et, et, et c'est vrai que ça, c'est peu dit aussi, c'est vraiment la notion de relation, en fait, entre aussi le, le vent et l'eau. Alors, cette histoire de yin-yang, on joue aussi sur différents aspects, des aspects qui sont en fait, qui ne sont pas opposés, mais qui sont complémentaires parce que n'ayant pas la même polarité. Et le jeu au niveau de ces trois forces dont parle Dorothée, c'est de trouver un équilibre parfait entre deux forces qui sont complémentaires mais positionnées intérieurement différemment, comme on pourrait dire d'un côté le ciel et de l'autre côté la terre, ou des choses comme ça. Et quand ces deux forces yin-yang sont en équilibre, à ce moment-là, ça appelle une troisième force. Mon professeur disait que c'est un peu comme le spermatozoïde et l'ovule, quand les deux se rencontrent, en fait, ça appelle une troisième force qui permet à la vie de s'animer et de créer la vie, justement. Bien, les Chinois restent toujours, semble-t-il, sur ce 2, sans parler du 3, mais le 3 est sous-tendu par la présence du 2, en quelque sorte. Alors, après, il y a la notion des nombres qui vont jouer. La transmission est assez simple et assez vaste en même temps, si tu veux. Mais c'est vrai que, pour revenir au Feng Shui, l'idéogramme, les deux idéogrammes, c'est la même notion que on pourrait dire les hiéroglyphes. C'est-à-dire qu'il y a toujours un premier sens de lecture, qui va être même phonétique, un deuxième sens de lecture qui peut parler d'un concept, enfin l'eau, le vent, et ensuite il y a un troisième niveau de lecture qui est encore plus au niveau du symbole, qui va être au niveau de l'archétype en fait, et le même enseignement peut être reçu en fait avec le temps. Plus vous allez avancer en fait dans le parcours Feng Shui, et plus on va en mesurer la dimension intérieure, la dimension profonde de ces deux mots, en fait, vent et eau, qui quelque part ouvrent sur un monde quantique quasiment, on pourrait dire, un univers sans limite. Et moi encore, j'apprends tous les jours et c'est une discipline très ancienne, mais en même temps très, très vivante et qui transforme aussi. C'est ça, donc avec le vent et l'eau, on appelle cette troisième force et qui se manifeste de quelle façon? En fait, l'eau, on le voit à travers Emoto, mais Steiner et Schwenk, qui étaient un des scientifiques au sein de la biodynamie, a mis en évidence aussi cette présence de la mémoire de l'eau et comment charger l'eau. C'est un peu comme en homéopathie. La biodynamie utilise le même principe. C'est-à-dire comment l'eau, la molécule, peut se charger d'une mémoire qui est une énergie qui va être restituée au fur et à mesure. Et c'est vrai que cette molécule a une capacité de... Certains scientifiques ont utilisé un laser qu'on appelle le RAM laser qui permet de connaître exactement l'angulaire que peut avoir la molécule H2O, par exemple. Eh bien, c'est exactement 105 degrés, mais à quelque chose près. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des eaux qui sont vivantes, et puis il y a des eaux qui sont mortes, en quelque sorte. Et l'angulaire porté par cette molécule d'eau va restituer effectivement soit la vie, soit au contraire ne va rien donner. On prend l'eau du robinet, par exemple, eh bien, non seulement elle est chargée de pesticides, elle est chargée d'un certain nombre de choses qui font partie des choses qui sont infiltrées dans la terre, mais en même temps c'est une eau morte. Il faudrait déjà la débarrasser de ses encombrements, des mémoires aussi qu'elle a récupérées suite aux élevages et tout ça qui s'infiltre dans la terre. En fait, le grand souci, je pense, pour l'avenir de la Terre, c'est effectivement comment purifier l'eau. C'est pas seulement une question d'hygrométrie, c'est pas une question de pluviométrie ni quoi que ce soit, c'est d'abord une question de pureté de l'eau, parce que notre corps est constitué de 60 à 70% d'eau, mais en même temps, quand on mange ou que l'on boit, eh bien cette eau qui porte une mémoire, qui porte aussi des ingrédients qui sont polluants, eh bien, on va avoir une incidence sur notre mode de fonctionnement. Fonctionnement organique, mais fonctionnement psychique aussi, parce que
les traumatismes des élevages, par exemple, et puis ensuite ces infiltrations qui sont dans la terre, qui sont ensuite transmises dans l'eau que nous buvons, ben, ça a aussi une incidence sur notre comportement. Et tout ça, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que l'eau, que l'air que nous respirons porte cette mémoire en permanence et interagit sur nous. C'est une base essentielle, en quelque sorte. Ça. Et c'est vrai que la dynamique de l'eau, quand on voit certaines fresques anciennes chinoises, on voit la dynamique de l'eau, on voit l'eau en cascade, et puis enfin, après on voit le torrent, après on voit le lac. Et à chaque fois, l'eau est toujours porteuse de vie et d'attitude intérieure qui va avec. C'est-à-dire que l'ermite est au niveau de la cascade, le torrent il est au niveau du moine, et puis la vie ordinaire est plus au niveau du lac, quelque sorte. Donc, mais chacun va vivre une dynamique en quelque sorte. Et l'eau porte cette force de dynamisme. Et le fait d'en avoir conscience et le fait en même temps de donner une qualité à l'eau, parce qu'il est possible quand même de lui redonner une qualité, mais ça oblige à quelques opérations, eh bien, ça permet effectivement, nous, de nous imprégner de cette qualité que l'eau va porter et transmettre à nos cellules. Ça, c'est un point sur lequel on travaille pas mal. Si je vous entends, le feng shui, c'est pas juste pour les maisons, en fait. Non. Mais c'est souvent, les gens fait, pensent que c'est, en général, on s'intéresse au feng shui pour paramétrer sa maison d'une certaine façon, pour faire circuler l'énergie, mais ça marche bien au-delà. oui, au-delà, déjà, c'est avant d'implanter un lieu, on va observer le paysage. Donc Pierre parlait de l'eau, mais les maîtres feng shui étaient des cartographes, des géographes, des astrologues, des mathématiciens, c'était des grands érudits. Et ils parcouraient les territoires pour regarder comment le chi de la terre était véhiculé par les chaînes montagneuses, on appelle ça les veines de dragon, et également comment le chi de l'eau en fait était acheminé. Comme disait Pierre, l'eau porte la vie, mais libère cette énergie de vie qu'au moment où, quelque part, il y a une interaction avec la montagne. C'est-à-dire que c'est à la rencontre des deux, à certains moments, que va se libérer ce que les Chinois vont appeler des lieux prospères, l'abondance. Donc en fait, implanter sa maison, oui, l'analyse de la maison, mais déjà, c'est très important l'analyse de l'environnement de la maison. Parce que même si je suis un expert, un bon conseiller feng shui, je ne peux agir qu'avec l'énergie environnante. Donc s'il y a déjà énormément d'énergie dans l'environnement, mon feng shui va être très actif, très puissant, on va dire. Mais si je suis dans un environnement que je dois déjà recharger en énergie, il va falloir que je travaille davantage le lieu. Donc oui, il y a vraiment c'est très important, l'environnement dans lequel on se trouve, même si après il y a toujours des solutions pour améliorer l'habitat, bien sûr. Puis en même temps, on peut dire que le feng shui, quand il est né à une période où le chamanisme était la pratique la plus courante sur toute la planète. Et le chamanisme, c'est quoi? C'est rentrer en contact avec les élémentaux de la nature, c'est-à-dire on peut dire tous ceux. On parle chez nous en Bretagne des corrigans, des fées, et ainsi de suite, et toutes ces traditions magiques, magiques dans le sens où il y a une interaction entre l'élément subtil de la nature et la conscience subtile de la nature et l'humain lui-même qui s'approprie une partie de cette nature pour y faire une construction ou une ville ou ainsi de suite. Et c'est vrai que tu parlais du côté érudit du maître Feng Shui, mais il avait aussi le côté sensible à l'écoute intérieure et en fait l'interaction, c'était aussi un sage. C'était pas seulement qu'un érudit, c'est-à-dire faut pas croire que le Feng Shui se cantonne uniquement à des formules de tête. Quand je pense qu'il y en a qui se gargarisent de leurs 3-4 formules en disant qu'ils peuvent refaire le monde avec ça, il suffit de regarder comment ils vivent intérieurement pour se dire qu'on n'a pas envie de leur ressembler. C'est évident. Ouais. Bon, c'est une petite critique au passage, mais il faut être... Le Feng Shui, comme toutes les disciplines orientales, est une discipline de transformation intérieure. Pour aboutir pas seulement à une harmonie au quotidien, mais aussi
à une forme d'élévation intérieure qui fait qu'il y a une espèce de bonheur, de tranquillité, de paix. C'est vrai que dans le parcours, on le travaille au début, on est obligé de donner un petit peu de l'alimentation à la tête, de travailler les fondamentaux, la structure, etc. Mais plus on va avancer dans le parcours, plus on va aller vers l'expérience, l'expérimentation et l'intuitif. Mais c'est vraiment qu'on a ce socle de savoir, qu'on part dans l'expérience, dans l'intuitif, et de là va naître la connaissance. C'est pas faux, c'est expérimenter, changer de secteur dans une maison et percevoir en soi cette place. Là, c'est une place où il y a le contrôle des énergies qui passent, effectivement, mais pas que. Mais si on était là, je n'aurais pas la même incidence de fonctionnement, ni là, ni là. Chaque endroit comment dire, pas seulement par la manière dont il est imprégné, mais aussi à un mode de fonctionnement qui va incliner l'individu dans ce mode de fonctionnement. Il y a une question de localisation spatiale horizontale, mais il y a aussi une question de localisation spatiale verticale. C'est-à-dire il y a tout ce qui est le premier registre qui peut être en rapport avec le corps, la concrétisation, le deuxième registre plus le sentiment, le troisième registre plus la pensée. Ça, c'est très peu connu dans les transmissions qui sont faites, et pourtant énormément d'incidence. La manière même de se tourner parce que, en fait, c'est un peu comme les arts martiaux. C'est-à-dire que si dans mon inconscient je suis tranquille, si je ne me sens pas vulnérable, à ce moment-là, je suis en harmonie, tranquille, pour vivre une partie de ma vie, soit professionnelle, soit familiale ou autre. Et puis ensuite, eh bien, la maison est un contenant. Donc, ce contenant va contenir des substances on va à l'extérieur, on revient avec une atmosphère d'exercice sur ce monde extérieur. On revient pas seulement avec des sacs remplis de courses, mais on revient aussi dans notre aura avec cette énergie qu'on a rencontrée à l'extérieur, qui normalement doit nous avoir dynamisé, et on va déposer cette énergie dans cette maison. Et la maison va se remplir des substances de nos modes de fonctionnement, ce qu'on est parti chercher à l'extérieur, ce dont elle émane elle-même, et puis en même temps de ce qu'on émane nous-mêmes. Et cette énergie capitalisée, eh bien, va servir en quelque sorte pour fonctionner au quotidien. Et ça va laisser des traces de mémoire, bien sûr, mais pas que. C'est comme une alimentation psychique plus subtile, en quelque sorte, non visible, mais qui a une interaction directe sur nos événements au quotidien, et ça détermine même notre futur. C'est étonnant. Alors ça dépend, et puis ça dépend du programme, bien sûr, mais enfin, c'est une autre histoire.